Alors, bonjour Marie-Claude, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Marie-Claude Odetta, je suis professeure adjointe clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Et depuis quelques mois, j'ai aussi un poste à la faculté de médecine de Genève dans l'Institut de médecine de première cour, donc de médecine générale. J'ai développé comme chercheur un champ de recherche sur le raisonnement clinique et je suis aussi très impliquée dans la formation des cliniciens enseignants. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue aujourd'hui. Je voulais vous parler un petit peu du processus de raisonnement clinique et de ses difficultés. On sait que le processus est quelque chose de complexe et que certains étudiants éprouvent des difficultés. Pourriez-vous m'en parler un petit peu plus ? Alors oui, vous avez raison. Je pense que tout de suite, une chose importante à distinguer, c'est si on a affaire à des difficultés reliées aux connaissances, à un manque de connaissances, à des difficultés reliées à l'organisation de ces connaissances, ou bien à des difficultés plus proprement parler de raisonnement clinique. Et je pense que c'est une première distinction qui est importante à faire parce que les remédiations ou les stratégies de correction qu'on pourra employer ne seront pas les mêmes si on a affaire à des difficultés de connaissance ou à des difficultés de raisonnement clinique. Justement, à ce propos, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux enseignants qui supervisent le raisonnement clinique des étudiants ? Alors, je pense qu'une des premières choses qui me paraît déterminante, c'est d'intervenir rapidement. Je pense que toute la littérature s'accorde pour dire qu'on a tendance à identifier trop tardivement les difficultés de raisonnement clinique. Et donc, évidemment, si on les identifie trop tardivement, on va avoir tendance à les remédier aussi trop tardivement. Peut-être lorsque déjà ces difficultés sont beaucoup trop cristallisées ou sont beaucoup trop importantes pour qu'on puisse faire quelque chose qui fonctionne bien. Donc, premier conseil, c'est vraiment d'intervenir rapidement. Deuxièmement, je pense que ce qui est important aussi, c'est que les cliniciens enseignants aient en perspective le fait de faire des supervisions centrées sur le raisonnement clinique et non pas exclusivement de résoudre la situation clinique. Alors pour ce faire, il y a différentes techniques qui existent. Les plus générales sont évidemment de faire verbaliser l'étudiant, de faire expliciter à l'étudiant son raisonnement clinique. L'autre étant d'expliciter comme clinicien son propre raisonnement. Alors ça, c'est des stratégies générales. Et puis, il y a des stratégies plus spécifiques qui vont être plus pertinentes par rapport à l'une ou l'autre des difficultés spécifiques, elles aussi, de raisonnement clinique. Parfait. Là, on parle des difficultés, des étudiants qui peuvent avoir des difficultés. Pensez-vous que c'est inévitable que tôt ou tard, les étudiants éprouvent à un certain moment plus de difficultés, ou il y a des étudiants qui devraient vraiment pouvoir acquérir ce processus complexe, on l'a bien dit, comme ça, sans support particulier? Je pense que c'est normal de traverser peut-être certaines embûches ou d'avoir un certain nombre de petites difficultés au travers de l'acquisition de ce processus qui, comme vous venez de le dire, est particulièrement complexe. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'en tant que superviseur, c'est important de pouvoir corriger au quotidien de la supervision ces petites difficultés. C'est une manière pour moi de dire qu'on peut réorienter en fait les étudiants dans l'accomplissement ou dans le développement de leur raisonnement clinique. Maintenant, certains, et la littérature s'accorde pour dire qu'on est entre 5 à 15% des étudiants, rencontrent des difficultés académiques importantes, parmi lesquelles il y a une grande majorité de difficultés liées au raisonnement clinique. Et pour ce petit pourcentage-là, il va falloir mettre sur pied des plans de remédiation sérieux enfin, c'est pas que les autres sont pas sérieux, des plans de remédiation plus importants ou plus ciblés sur la difficulté qu'on a pu identifier. Si vous aviez à distinguer les difficultés, on va peut-être par ce moment-là parler peut-être plus des embûches qui peuvent se corriger peut-être plus facilement sans avoir à mettre un grand plan de remédiation en place. La distinction des difficultés que par exemple un apprenant junior pourrait avoir par rapport à quelqu'un qui a déjà plus d'expérience. Alors, je pense qu'un endroit où potentiellement un certain nombre d'étudiants peuvent se trouver confrontés à une difficulté, c'est le moment du passage à la clinique.
Donc le moment du passage où ils vont devoir réorganiser leurs connaissances qui ont été acquises essentiellement par système, même s'il y a de nombreux programmes dans les universités actuellement pour favoriser le développement du raisonnement clinique. Mais grosso modo, ils ont acquis un certain nombre de connaissances et ils doivent réorganiser ces connaissances pour la clinique par rapport à un patient qui va plutôt avoir des signes, des symptômes et non pas une maladie clairement définie comme dans les livres, avec un patient qui va peut-être aussi se présenter ou présenter ses symptômes de manière pas tout à fait typique comme dans les livres. Et ce passage-là peut être un passage qui peut être un peu difficile pour certains étudiants. J'ai envie de dire que les étudiants très performants vont réorganiser ces connaissances de manière spontanée et naturelle. Cependant, je pense que ça peut être important d'aider certains à cette réorganisation ou à ce développement de scripts cliniques, de scripts orientés pour l'action clinique. Et ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des étudiants qui sont en grande difficulté. C'est vraiment un passage très classique du développement du raisonnement clinique. D'accord. Puis pour les plus seniors, voyez-vous des difficultés que vous Oui, je pense que pour les résidents seniors, en tout cas mon expérience de la supervision m'a amené à constater que parfois certains résidents seniors se sentent tout d'un coup très, très sûrs d'eux et ont peut-être parfois tendance à faire de la fermeture prématurée ou à oublier d'aller rigoureusement voir s'il n'y a pas d'autres hypothèses possibles. Ça peut être une sorte de passage un petit peu aussi très logique et compréhensible où le résident tout d'un coup se sent en contrôle, se sent beaucoup plus en maîtrise de la situation, de ses diagnostics différentiels et peut-être tout d'un coup peut avoir tendance à manquer un peu de rigueur. Et puis, la littérature aussi nous parle des risques de difficultés chez les seniors, chez les médecins plutôt âgés à ce moment-là. Et ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est le risque de fermeture prématurée. Donc, d'avoir une fermeture sur un diagnostic parce que ces médecins ont une grande expertise, parce qu'ils ont l'habitude de reconnaître rapidement les maladies ou les problèmes, et que tout d'un coup, ils peuvent être à risque de se fermer trop rapidement sur un diagnostic avant d'aller vérifier qu'il n'y en a pas d'autres possibles. Vous disiez que les difficultés de raisonnement clinique sont identifiées très tardivement, ou peut-être trop tardivement, on va peut-être dire ça comme ça. Avez-vous certaines explications ? Je pense que plusieurs hypothèses de compréhension sont possibles. Tout d'abord, ce n'est pas forcément facile d'identifier un étudiant ou un stagiaire en difficulté dans un laps de temps très court. D'autre part, le contexte de la clinique, avec les patients, avec le contexte très aléatoire finalement de la clinique, avec tout ce qui se passe dans la clinique, fait que ce n'est pas forcément facile de suivre un étudiant. Il y a aussi probablement le fait que les superviseurs, même si le raisonnement clinique est au cœur de leur processus professionnel, le raisonnement clinique est suffisamment complexe pour que ces superviseurs ne soient pas forcément très au clair sur les mécanismes du processus de raisonnement clinique. Donc si on n'a pas cette clarté-là, c'est difficile de l'expliciter à ces étudiants ou de se rendre compte des difficultés éventuellement qu'ils ont. Donc je pense que c'est très important que les cliniciens enseignants se forment au processus de raisonnement clinique et le modèle que nous avons construit ensemble me paraît être un excellent outil pour ça. Puis comment pensez-vous que le modèle donc développé ici et présenté dans ce MOOC va pouvoir aider ? Je pense que ce modèle est très intéressant parce qu'il découpe ou il éclaire ou il dévoile les différentes phases du raisonnement clinique. Et ne serait-ce que pour cela, je pense que ce modèle est très très intéressant parce qu'il nous permet de mettre la lumière sur une étape ou sur une autre où une difficulté peut arriver. Parfait. Ben, écoutez, Marie-Claude, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Nous avons été très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir.